Un État terroriste n'est pas, ou pas seulement, un État qui subventionne des groupes terroristes ou qui les encadre ou qui les utilise. Un État terroriste, c'est un État dont la stratégie, dont la philosophie politique ultime est fondée sur la terreur, sur la volonté de terroriser des voisins, des adversaires, des rivaux ou même des grandes puissances. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine, quelles leçons stratégiques tirées de l'attaque iranienne contre Israël, qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, avec les tirs de 331 drones et missiles en direction du territoire israélien. Et avec nous pour en parler dans le studio, Michel Gorfinkiel. Bonjour et shalom, Michel. Bonjour. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aurais une question, non pas personnelle, puisque vous êtes un expert qui analyse les choses, mais avez-vous été surpris dans cette fameuse nuit du 13 au 14 avril dernier, par le fait que l'Iran ait directement attaqué le territoire souverain d'Israël avec plus de 331 missiles et drones, qui d'ailleurs portaient une charge totale de 85 tonnes, c'est-à-dire 85 000 kilos d'explosifs pour détruire des choses. Et en fait, donc 99% de ces engins ont été détruits en vol par les 3 systèmes israéliens antimissiles, la chasse israélienne, ainsi que une aide en second des chasses américaines, britanniques et jordaniennes dans la région. Je vous pose cette question parce que malgré on va rentrer dans des analyses peut-être après, mais malgré le caractère sans précédent exceptionnel de cette attaque, on a l'impression, peut-être faussée, en Israël, que tout est depuis rentré dans l'ordre et qu'on passe à autre chose. Cette impression, je puis vous l'assurer, n'est certainement pas celle des experts militaires et stratégiques israéliens. Ce qui s'est passé est quelque chose qui est d'une gravité exceptionnelle. D'ailleurs, il est intéressant de voir que un dirigeant occidental au moins, je parle du président français Emmanuel Macron, a pris acte de la dimension réelle de ce qu'il s'est passé. On en reparlera, oui. Dans son fameux discours à la Sorbonne quelques jours plus tard. On s'attendait à quelque chose de la part de l'Iran, parce que les Iraniens l'avaient dit et répété, parce que les Iraniens, les jours qui ont précédé, ont communiqué, non pas avec Israël, mais communiqué avec les Américains, avec les différents pays de la région qui eux-mêmes communiquent avec Israël. Donc, d'une certaine manière, on savait que quelque chose allait se produire. Mais ce qui s'est produit quand même, c'est une attaque massive. Et quand je dis massive par, on va dire, son poids global, mais massive également par l'étendue de la panoplie d'engins qui ont été lancés sur Israël. Alors, évidemment, tout cela a été intercepté. Il est possible que quelque part, les Iraniens aient su pertinemment que leur attaque soit interceptée et que, paradoxalement, le fait qu'ils aient su cela à l'avance les ait en fait encouragés à lancer cette attaque, parce qu'ils ont pu se dire, comme tout cela va être intercepté, il n'y aura pas, disons, de réponse réellement proportionnelle de la part des Israéliens. Une attaque au fleuret moucheté, alors pas vraiment. C'est pas exactement du fleuret moucheté, c'est quand même une attaque extrêmement massive, très grave, hein, très, très grave. Alors on va analyser, si vous le voulez bien, en quoi cette attaque est très grave. Il y a plusieurs degrés, plusieurs angles à considérer pour caractériser cette attaque. La première chose, c'est que c'est une attaque tout simplement grave parce qu'on n'a pas envoyé quelques missiles. Rappelez-vous, pendant la première guerre du Golfe, l'Irak de Saddam Hussein avait envoyé quelques missiles. 39 missiles en 5 semaines. Voilà.
Là, il s'agit en 2-3 heures de 340 missiles. Enfin, il y a des missiles de toutes catégories, y compris des engins balistiques extrêmement performants et potentiellement extrêmement destructeurs. Donc, déjà à ce niveau, il y a une gravité énorme dans ce que vient de faire l'Iran. Mais il y a aussi une gravité sur un autre plan. Et je crois que ça, c'est un plan qui est tellement grave que très peu de gens osent en parler. Encore une fois, le président français en a parlé, enfin l'a évoqué, a fait allusion à cela. La plupart des experts considèrent que c'est quelque chose de tellement grave, aux répercussions tellement importantes et tellement, allant tellement loin, qu'il vaut mieux ne pas se précipiter pour en parler en détail. Disons que, en gros, depuis l'origine de l'armement nucléaire, il y a eu cette idée que l'armement nucléaire sert à ne pas être employé. Par la dissuasion. Nous sommes au lendemain des attaques américaines sur Hiroshima et Nagasaki. L'URSS ne s'est pas encore dotée de l'arme nucléaire, mais je pense que déjà à ce moment-là, les Américains pertinemment savaient que ce serait le cas. Qu'ils travaillaient dans cette direction. Peut-être pas pour 1949, qui a été l'année de la parité nucléaire, mais ils savaient que la possibilité que les Soviétiques se dotent de cet armement était réelle. En 1946, vous avez un expert stratégique américain qui s'appelle Brody, qui se trouve, c'est anecdotique, mais qui se trouve être d'origine juive, comme beaucoup des experts divers qui ont travaillé sur l'arme nucléaire, aussi bien chez les Occidentaux que chez les Soviétiques, en réalité. Et il écrit un livre extraordinaire dans lequel il dit il faut concevoir ce que c'est que l'arme nucléaire, elle change tout, et elle nous fait entrer dans un nouveau monde de la stratégie où, en réalité, on sait qu'on ne va pas utiliser cette arme, mais on sait que cette arme existe. Et donc, un nouveau type de relation stratégique apparaît. Plus tard, il y aura un théoricien français qui dira la guerre nucléaire, c'est la non-guerre. C'est une guerre par la non-guerre. Cela nous amène au concept qui, peu à peu, a été élaboré et peaufiné pendant la guerre froide, l'idée de la dissuasion. C'est-à-dire que le nucléaire sert à dissuader un adversaire de vous attaquer. Et au niveau le plus important, pendant la guerre froide, c'était au niveau des deux super grands, la dissuasion reposait sur le fait que l'un et l'autre des super grands comprenaient qu'une bataille nucléaire se solderait par l'annihilation des deux belligérants. C'est ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. Alors, cette idée est à la base de tout ce qu'on a pu faire pour réguler et domestiquer la guerre nucléaire depuis près de 80 ans. C'est à l'arrière-plan des accords américano-soviétiques sur l'armement nucléaire, les accords SALT, puis START. C'est ce qu'il y a derrière le traité de non-prolifération nucléaire, c'est ce qu'il y a derrière l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui contrôle plus ou moins le monde nucléaire, les différents pays qui disposent d'un nucléaire stratégique. Il y a cette idée que quelque part, on ne va pas réellement employer cette arme.
Parce que si on employait réellement cette arme, on entre dans ce qu'on appelle Armageddon, c'est-à-dire l'apocalypse. Armageddon, mais l'apocalypse, puisque... Mais alors, dans le cas, excusez-moi, dans le cas qui nous intéresse, vous le disiez tout à l'heure, on a affaire à une puissance en train de devenir nucléaire, qui n'est pas encore officiellement, n'a pas encore passé le seuil nucléaire, l'Iran, qui attaque avec des armements sophistiqués, mais qui sont pas nucléaires, qui attaquent une puissance en principe nucléaire qui s'appelle Israël. C'est un cas de figure un peu inattendu. En plus, si vous permettez, c'est aussi la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un pays totalitaire de dictature attaque une démocratie sur son territoire avec une telle quantité d'engins volants. Vous avez tout à fait raison sur tout. Mais revenons, si vous voulez, de plus près sur les implications de ce qui s'est passé. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que non seulement la bataille nucléaire était considérée comme totalement prohibée, enfin, c'est le but même, toute la stratégie nucléaire est d'empêcher que cette bataille ait lieu. Mais par ailleurs, tout ce qui pouvait apparaître comme un déploiement facilitant une telle attaque était considéré également comme impossible. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre l'Amérique et l'Union soviétique. Vous avez eu la crise de Cuba en 1962, qui a été la crise la plus grave entre puissances nucléaires à ce jour. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé simplement que le fait que des rampes de lancement stratégiques soit en train d'être construite à Cuba, a été désigné par l'Amérique comme un casus belli. Il n'y avait pas de différence entre déployer ce genre de rampe de lancement et en fait entrer dans la bataille nucléaire. Il y a eu la même chose à la fin de la guerre froide, dans la crise des euromissiles. Disons que les soviétiques se sont dit, on va déployer en Europe, face à l'OTAN, des missiles de croisière pouvant supporter une charge nucléaire. À quoi les Américains ont immédiatement répondu, vous faites ça, et non seulement nous déployons également des missiles équivalents, alors que, en principe, les accords excluaient ce genre de déploiement. Mais en plus, si vous faites ça, eh bien, nous allons monter d'un cran dans notre effort de dissuasion. Ça a été le fameux projet jugé à l'époque dangereux, extrémiste, etc. La fameuse guerre des étoiles. Sous Reagan. La guerre des étoiles... Il faut bien comprendre ce que c'est. La guerre des étoiles, c'est en fait le projet de guerre des étoiles, de manière concrète, c'est le programme de défense stratégique israélien. Voilà. Et donc, lorsque l'Iran, puissance du seuil nucléaire, attaque Israël, qu'on appelle un pays nucléaire non déclaré, ce sont des formules qui valent ce qu'elles valent, mais tout le monde sait qu'il y a donc une virtualité très réelle nucléaire de l'Iran face à un Israël dont on sait en fait qu'il possède des têtes nucléaires. Il est habituellement considéré qu'Israël dispose de 90 têtes nucléaires opérationnelles. Donc ça veut dire en réalité que on est au moins à la crise de Cuba, mais on est probablement au-delà de la crise de Cuba, parce que ça n'a pas été juste une rampe de lancement, là. C'est une démonstration, une attaque, une attaque directe. Alors, Israël s'est défendu. Il faut savoir que la panoplie israélienne a fonctionné de manière extraordinairement brillante. Il y a eu d'une part le dôme de fer et surtout le système AO3 qui a été extrêmement efficace. On a maintenant, il y a eu d'autre part l'aviation israélienne qui a été extrêmement efficace également. Nous savons que la contribution américaine a été extrêmement limitée. Américaine, britannique et jordanienne, importante sur le plan politique,
C'était important politiquement de faire cela, très important, je dirais même, mais sur le plan technique, extrêmement limité. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir ? On est en train de découvrir qu'un pays comme l'Iran, s'il devient nucléaire, n'a pas du tout l'intention de rester dans la logique de Brody, dans la logique de la non-guerre. C'est un pays qui envisage réellement la possibilité d'attaque nucléaire, et en tout cas qui envisage froidement la possibilité du chantage à l'attaque nucléaire. C'est un petit peu le cas également de l'autre vilain de cette affaire, c'est-à-dire la Corée du Nord, qui elle également joue un peu au même jeu. Les Coréens du Nord ont envoyé, il faut quand même le savoir, ils ont envoyé, pas vers des cibles claires, mais ils ont quand même envoyé en direction et de la Corée du Sud et du Japon des missiles. Ouais. Donc c'est un peu la même dynamique. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire d'abord que pour les plus grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la possibilité d'une bataille nucléaire, même au niveau de partenaires plus petits, est devenue réelle, alors qu'elle restait théorique. Elle restait fondamentalement théorique. Maintenant, elle devient beaucoup plus... Donc on est rentré dans une nouvelle ère. Voilà. Et surtout, ça veut dire que... C'est là qu'on... Je reviens sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans son discours sur l'Europe, dit en gros, il faut absolument que... Récent, hein, c'était le 27 avril, 25 avril. 25 avril. Oui. Alors, il fait un discours sur l'Europe. Il ne parle pas de la guerre nucléaire, a priori. Il fait un discours sur l'Europe. Il le fait, je crois, 7 ans après avoir fait un premier discours sur l'Europe. Ce sujet, oui. Bon... peut considérer que Macron, de manière à peine voilée, est en train de briguer une sorte de rôle de futur président ou inspirateur de l'Europe une fois qu'il ne sera plus président de la République française. Comme vous savez, il ne peut pas se présenter à nouveau pour la présidence de la République française. Donc, c'est une façon de se positionner pour un rôle nouveau. Mais il dit quand même quelque chose de capital. Il dit l'Europe. L'Europe est confrontée à une guerre sur son sol directement, la guerre d'Ukraine, et il ne le dit pas exactement comme ça, mais enfin, il dit le nom du pays, et avec pratiquement une situation de guerre, de danger maximal pour l'Europe. Oui, puisque des villes européennes sont bombardées par des drones iraniens. Qui est l'Iran. Et donc, sa conclusion, c'est qu'il doit y avoir un effort européen. Et l'effort européen, il ne peut avoir de sens que si on utilise ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, c'est, dans le cadre de l'Union européenne actuelle, c'est tout simplement la force de frappe française. Il n'y a rien d'autre que la force de frappe française. Puisque les Britanniques sont exclus. Ils sont en dehors de l'Europe. On peut imaginer, il y a des accords qui sont un peu dormants, mais qui existent, des accords bilatéraux entre les Anglais et les principaux pays européens. Donc on peut très bien imaginer une force nucléaire franco-britannique. Encore qu'il n'y a pas de comparaison réelle, les Français sont très au-delà. Alors finalement, excusez-moi, mais pour revenir à Macron, il dit en substance, vous avez fait paraître un article dans le New York Sun quelques jours, 2 jours après la déclaration de Macron sur ce sujet. Macron dit l'Iran représente une menace potentielle pour l'Europe. C'est une chose qu'on n'avait jamais entendue. Qu'on n'avait jamais entendue. Alors, quand même, il y a un passé derrière la déclaration de Macron. Et le passé, je voudrais ici rendre hommage à une personnalité extraordinaire, Thérèse Delpech, qui était une analyste stratégique
exceptionnelle française. Tellement exceptionnelle que, en fait, elle avait été recrutée par les Américains, par la fameuse Rand Organization, qui est c'est même pas un think tank, c'est un centre de recherche. Et elle avait produit une thèse fondamentale qui est parue juste après son décès. Elle a écrit beaucoup de textes, énormément de textes, mais Rand a publié son texte final en anglais après son décès prématuré en 2012. Et Delpech, d'emblée, a dit ne vous faites pas d'illusions. Si un pays comme l'Iran se dote de l'arme nucléaire, c'est toute l'architecture de la dissuasion qui vole en éclats pour les grandes puissances comme pour les petites puissances. Ça veut dire que la force de frappe française, ça devient de la quincaillerie. Ça veut dire que des pays comme les États-Unis sont confrontés à la question de savoir s'ils ne vont pas devoir liquider par l'atome un pays dangereux tel que l'Iran ou tel que la Corée du Nord. Enfin, on entre dans ce genre, je dis pas de projet, mais en tout cas de problématique. Alors justement, parce que le temps qui nous est imparti s'épuise, peut-être en dernière donnée de réflexion, parce que c'est une réflexion qu'on pourra reprendre, notamment en s'interrogeant sur le non-rôle de l'ONU et le rôle nuisible des organisations comme l'ONU et d'autres, mais on en reparlera si vous voulez, mais ce que vous venez de dire confirme l'idée que aujourd'hui, c'était une des réflexions qu'on voulait mener, c'est qu'il faut redéfinir la notion d'État terroriste, puisque pour la plupart, le commun des mortels, un État terroriste, c'est un État qui financerait par des proxys, des actions terroristes, des attentats, etc. Mais aujourd'hui s'impose une nouvelle réflexion sur ce qu'est un État terroriste sur la scène internationale. Vous avez absolument raison. Ce que je pense personnellement, c'est qu'effectivement, il faut faire évoluer totalement la notion de terrorisme international et d'État terroriste. Un État terroriste n'est pas, ou pas seulement, un État qui subventionne des groupes terroristes ou qui les encadre ou qui les utilise. Un État terroriste, c'est un État dont la stratégie, dont la philosophie politique ultime est fondée sur la terreur, sur la volonté de terroriser des voisins, des adversaires, des rivaux, ou même des grandes puissances. C'est ce que fait l'Iran. C'est ce que fait l'Iran. C'est ce que fait l'Iran. On peut s'interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas une velléité terroriste du même ordre en Russie. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais il n'en reste pas moins que la façon dont les Russes évoquent le fait qu'ils sont une puissance nucléaire à propos de la guerre en Ukraine, met mal à l'aise beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Et je vous remercie Michel Kurfürgen, je remercie aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés, et dans 15 jours pour notre prochain magazine bimensuel.